Bonjour à tous et puis merci d'avoir eu le courage de tenir jusque-là. Alors je vais faire un exercice qui n'est pas un exercice facile, qui est l'exercice d'essayer de faire une synthèse de la journée. Et ma foi, comme la journée a été très dense, je vais essayer de ne pas être trop longue et de vous dire ce qui pour moi est ressorti, ce que j'ai retenu de cette journée. Alors, comme l'a évoqué le dernier intervenant, j'ai rajouté aussi des choses petit à petit. Alors, c'est devenu difficile à lire parce que j'ai fait ça pendant la pause tout à l'heure. Et donc, les trois interventions ont été rajoutées ensuite au crayon. Alors, première chose, dès la première intervention de ce matin, c'est la question de la dimension sacrée de l'écriture. C'est-à-dire, ça a été repris à plusieurs reprises. L'opposition qu'il y a pu y avoir entre blog et les publications, avec cette dimension sacrée qui n'a jamais été mentionnée comme telle, mais qui a toujours été sous-jacente dans tous les discours que vous avez pu tenir sur la question des blogs. Cette dimension sacrée de l'écriture, et où le blog, du coup, se poserait en opposition, comme au contraire un espace de liberté, un espace désacralisé, où on pourrait faire ce qu'on veut, si je paraphrase, avec donc un espace de liberté, ce qui pourrait être dénigré par certains sur l'idée un peu d'une perte de temps. Ce qui a été aussi mentionné, c'est un espace de créativité, un pas de côté, avec un lieu propre, hein, je reprends les termes que vous avez employés. En tout cas, c'est cet espace autre, une sorte un espace académique sans être académique, ou non académique tout en étant académique. Bon, on en reparlera. Un dernier terme que j'ai rajouté, un exutoire. Donc un espace en tout cas autre que ce qui est attendu et ce qui est formalisé dans l'espace académique, avec des nouvelles formes d'écriture, des nouveaux objets, une nouvelle épistémologie, un nouveau rapport au contenu, des nouveaux publics, etc. J'en reparlerai. Derrière cette sacralisation, alors au-delà plutôt d'une sacralisation de l'écriture, ce que j'ai quand même entendu, c'est une sacralisation du blog, on reviendra dessus, hein, avec une valorisation de l'ordinaire. Alors cette valorisation de l'ordinaire, elle n'est pas nouvelle, elle prend forme aujourd'hui dans le séminaire d'aujourd'hui sous la forme de blog, mais cette sacralisation de l'ordinaire, elle a plus de 40 ans dans les sciences humaines et sociales, et il y a toute une histoire autour de cet ordinaire en fait, hein, et de l'importance de cette valorisation de l'ordinaire. Je ne vais pas rentrer là-dedans, on peut en parler ensuite si vous voulez. Alors, je vais commencer par les nouvelles formes d'écriture, le fait qu'on ait des formes d'écriture décloisonnées. Et d'abord, par rapport aux interventions qui ont été faites par les différents blogueurs au fil de la journée, sur le pourquoi on blogue. Alors, plusieurs choses ont été mentionnées que je vais rapidement évoquer. D'une part, la souplesse de l'écriture, à la fois l'humour, mais aussi la souplesse du calendrier de publication. Le fait de légitimer, publiciser, valoriser ses recherches. La dimension politique, alors avec plusieurs dimensions, hein. Vous avez évoqué pour certains la démystification de la recherche, l'importance pour vous de démystifier la recherche, ou l'importance d'avoir un accès libre, gratuit d'une science ouverte. Toujours est-il, cette dimension politique a été présente à plusieurs reprises. Plus largement, a été évoqué, et ça me paraît vraiment important de souligner, c'est le plaisir du blogueur. C'est-à-dire, pour tous les blogueurs qui sont intervenus, c'est avant tout un plaisir. Avant cette question de la rentabilité, qui moi aussi m'a chiffonné, en fait, hein, la rentabilité économique que vous avez évoquée tout à l'heure, ce qui est le point commun à tous les blogueurs, en tout cas que j'ai entendu de tous les blogueurs, c'est ce plaisir de bloguer, avec le plaisir de l'expérimentation, le plaisir de penser, d'avoir d'autres outils pour penser que les outils traditionnels, le plaisir d'écrire, on en discutait tout à l'heure avec Elsa, vous avez tous évoqué ce plaisir de l'écriture. Le plaisir de transmettre, le plaisir d'interroger, avec malgré tout une très grande diversité dans les pratiques des blogueurs que vous avez pu donner à voir. Alors, dans les nouvelles formes d'écriture, revenir peut-être sur un point important, c'est que ça fait très longtemps qu'il y a des formes alternatives alors vous avez évoqué les commentaires qui existent depuis le XVIIe siècle, très longtemps qu'il y a des formes alternatives à la publication, qui sont alors ce que certains ont appelé les écritures intermédiaires. Vous avez la génétique textuelle, vous avez plusieurs courants théoriques qui se sont intéressés vous avez les inscriptions de la Tour, enfin vous avez plusieurs courants théoriques qui ont évoqué tout ce qui est autre que la publication.
beaucoup de ces courants théoriques, alors je pense notamment à Char sur la question des écritures intermédiaires, ont évoqué ces écritures autres comme des écritures qui mènent à la publication. D'autres courants ont souligné le fait qu'il y a un certain nombre d'écritures, c'est notamment le cas des blogs, il me semble, qui ne sont pas vouées à être publiées. C'est pas de la publication en devenir, c'est autre chose. Et on a tout un courant de travaux sur les brouillons, les tableaux, les graphes, les dessins, alors j'en ai noté quelques-uns, les croquis, les carnets de laboratoire, les carnets de terrain, etc., qui n'ont pas vocation à être publiés et qui n'ont pas vocation à être jetés. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une recherche est terminée que ce document doit être jeté, il est porteur d'autre chose et surtout, il a servi à quelque chose. Et c'est là où la rentabilité académique me laisse un petit peu sur ma faim parce que il me semble que toutes ces formes d'écriture, le blog y compris, apportent quelque chose. Et indépendamment de la question académique, en fait, d'un point de vue plus, j'allais dire, épistémologique. Alors, quelque chose qui n'a pas été évoqué, et j'ai été très étonnée, ou très peu, un tout petit peu par Marina Kos, et ça a peu été évoqué après, c'est la question de la matérialité. C'est-à-dire que ces formes d'écriture intermédiaire, contrairement au carnet de recherche, dont on sait que c'est un carnet, et qui porte une matérialité qui contraint, et il est contraint par une forme d'écriture, là, aucun d'entre vous, ou très peu, un tout petit peu, Anne Pipponi en a parlé tout à l'heure, la matérialité du blog. Elle comporte une matérialité. Vous avez l'interface numérique. En quoi ça change une écriture par rapport à un carnet de terrain, hein? C'est Marina Lacoste qui l'a évoqué en début de matinée. Ok, on parle de carnet de recherche en référence à carnet de terrain, et en même temps, cette matérialité est tellement différente qu'elle est porteuse de contraintes très différentes et du coup d'épistémologie différente. Alors, je voudrais revenir ensuite sur la question... ouh là, ça y est, je me suis déjà perdue. Non, c'est ici. Oui. Donc, pour revenir sur cette matérialité, il y a la question du modèle éditorial. Alors, là, il y a un idéal, il me semble, qui a été énoncé à plusieurs reprises aujourd'hui. Donc l'idéal d'un modèle éditorial avec l'interaction, les conversations, parfois silencieuses, une dimension collaborative, une ouverture vers des publics inattendus, avec, pour pouvoir entendre, lire, c'était le mot de Marianne Pavot, lire les bruits du monde, se soucier du hors académique, une reconnaissance du monde social. Tout ça, je prends des extraits de citations de ce que vous avez évoqué oralement, partagé avec un public quelque peu idéalisé. Et quelque part, il me semble qu'il faudrait aussi questionner, derrière cet idéal que vous avez tous évoqué, cette injonction à la participation. Alors, parce qu'il me semble qu'il y a une injonction à la participation. Un blog, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une participation quelque part, il faut qu'il y ait un retour. Vous avez tous évoqué le plaisir d'écrire pour un public, et je vais en reparler après, un public imaginé, mais la plupart d'entre vous n'ont que très peu de retour de quels sont les publics effectifs. Alors, Pierre Merkel a un tout petit peu évoqué dans son étude quelles sont les pratiques, les usages de certains lecteurs. Vous avez les pratiques, quel est le public, avec quelles sont les requêtes qui ont été faites, mais à part ça, on ne sait pas quels sont les publics, à moins de faire une étude des publics spécifiques, ce qui est assez compliqué pour un support comme un blog. Et donc, je reste un peu étonnée du fait que l'essentiel de vos discours ait été centré sur le blogueur, sur la représentation imaginée que vous avez du public, mais très peu sur l'usage effectif et le public effectif que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, on ne sait pas à quel point le public que vous évoquez ou les anecdotes que vous racontez sur vous avez eu tel commentaire, ça vous a conduit à telle ouverture vers le grand public, vers des professionnels, etc., à quel point c'est marginal ou pas, à quel point c'est anecdotique ou pas. Et ça, en vous écoutant, je n'arrive pas à le percevoir. Et ça me paraît très important. C'est-à-dire d'arriver à identifier quels sont effectivement les lecteurs, qu'est-ce qu'ils y cherchent, qu'est-ce qu'ils y trouvent, ce qui est peut-être un autre programme de recherche que ceux qui sont programmés actuellement. Mais ça me paraît être une vraie question en tant que blogueur, pardon, parce que il m'a semblé qu'on avait un public, Eco parle de lecteur modèle, c'est-à-dire il y a une représentation d'un public imaginé, chacun d'entre vous a une représentation d'un public imaginé, ils sont tous différents puisque vous avez tous une vision plurielle de votre activité de blogueur et du coup des publics potentiels. Et il me semble qu'il y aurait une véritable questionnement à avoir sur pour quelles appropriations, de quelle manière, etc.
Alors, je voudrais évoquer aussi, parce que ça a été un petit peu mentionné en lien avec la question du public, la question de la circulation. Donc, je reprends des termes de Jeanne Rey qui a travaillé sur la question de la circulation des savoirs et sur la notion de trivialité. Et il me semble qu'on retrouve ça dans vos blogs, que vous avez toujours évoqué plutôt du côté du blogueur, mais là aussi, je vais me situer plutôt du côté du public, même s'il y a les deux. C'est-à-dire, c'est l'enrichissement de la circulation. C'est-à-dire, en tant que lecteur, vous avez évoqué la procrastination, le fait que tout blogueur est aussi lecteur, mais on a des lecteurs qui ne sont pas blogueurs. Et du coup, ce que Jeanne Rey appelle la polycrésie. La polycrésie, c'est le fait de créer des choses qui ne sont pas attendues. C'est-à-dire qu'en circulant, ce qu'il appelle un être culturel, se charge de valeurs, et selon les personnes qui rencontrent, font l'objet qui sont confrontées à cette circulation, ils s'approprient différemment des contenus. Et ça me paraît vraiment essentiel en regardant les blogueurs, et donc en se positionnant plutôt du côté réception, c'est qu'est-ce que ça va apporter, quelle richesse. Chacun va faire ce qu'il veut en fonction de son histoire, ce qu'il peut en fonction de ce qu'il rencontre, des contenus qu'il va rencontrer, et chacun va avoir son propre fil conducteur. De la même manière, un blogueur, c'est toute la liberté du blogueur que j'évoquais tout à l'heure. Il peut aussi s'approprier, mais voir, il y a une dimension aussi de transgression, de bricolage, la liberté que j'évoquais tout à l'heure. Je reprends parce que vous avez évoqué De Certeau à plusieurs reprises. On va avoir un contournement de quelque chose de normatif, avec une dimension extrêmement créative, de la part des blogueurs, qui vont s'approprier, transgresser, digresser, par le biais du dispositif. Alors, cette liberté, me semble-t-il, doit cependant être mise en relation avec la notion de contrainte que plusieurs d'entre vous ont évoqué. C'est-à-dire que bloguer, c'est aussi un espace de contrainte. Ce n'est pas qu'un espace de liberté, et donc on ne peut pas se contenter de faire une opposition entre une publication et les billets de blog. Vous avez été plusieurs à évoquer le côté extrêmement normatif des blogs. Alors, par sa matérialité, par la forme d'écriture que ça génère. Si je reprends les blogs hypothèses, vous avez des formes éditoriales extrêmement structurées. Votre choix est assez limité sur le type d'interface que vous pouvez choisir. Donc, ok, vous avez de la liberté sur le contenu, mais en tout cas, vous êtes contraint par la forme, donc de fait, éventuellement, également du contenu. Ensuite, il me semble qu'il faut évoquer le côté mise en récit de la science en action. C'est-à-dire que l'objectif pour beaucoup, c'est de montrer la science en train de se faire, la science en action, les coulisses, etc. de la science. Mais de percevoir comment cette mise en scène, enfin cette mise en récit est aussi une mise en scène. Et donc, elle comporte elle aussi des côtés normatifs. C'est-à-dire, à force d'évoquer l'importance de contourner le normatif, fait qu'on arrive aussi à avoir quelque chose de normatif. Vous me suivez ou je suis tordue? Vous me suivez? Non, parce qu'il est tard. Et donc, il me semble que ça a été questionné un tout petit peu par Marin Dacos, pareil, ce matin, le fait que il ne faut pas trop chercher à normaliser quelque chose, puisqu'à trop normaliser, on contraint et donc on perd la liberté. Moi, il me semble que à plusieurs reprises, et je trouve du coup qu'il y a plusieurs interventions de blogueurs en ce sens, ou même si elles ne sont pas en ce sens, qui aboutissent à cette question-là, a été évoqué ce matin, je pense que c'était Caroline Muller, le côté pouvoir. C'est-à-dire comment, je ne sais plus si c'est Caroline ou si c'était Marianne, bon, je ne sais plus si c'était avec De Certeau ou avec Foucault. Bref, la question du pouvoir, c'est-à-dire comment un blog, c'est aussi construire un espace pour une communauté, un espace d'autorité, et comment, de ce fait, on construit un espace de pouvoir, et là, on est sur du normatif. C'est-à-dire comment on construit du normatif à partir d'un espace qui ne se veut pas normatif, qui se veut non normatif. Et il me semble qu'il faut arriver à questionner, et que c'est un défi pour hypothèse, de questionner l'avenir
d'hypothèse avec cette perspective-là. Alors, je vous regarde, je suis désolée, hein, mais bon, du coup, Marie n'est plus là, donc ça tombe sur vous. Mais ça me paraît être un beau défi. C'est pas du tout une provocation ou pas du tout un jugement de ma part. C'est comment conserver cet espace de liberté, sachant qu'il y a des aspects qui sont en train de se normaliser. Et il me semble que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau des publics, que ce soit au niveau des communautés. Enfin, il y a plein d'aspects en fait qui structurent actuellement par rapport à ce qu'on va appeler une publication. Et je trouve que ça pose beaucoup de défis, de challenges sur comment penser dans 10 ans un espace qui soit toujours un espace de liberté, malgré le fait qu'il y ait une normalisation qui soit en train de s'opérer. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi, que je ne vous ai pas tous perdus. J'ai été pas trop longue. Voilà. Il y a des personnes qui veulent réagir. Je laisse la parole à Mélodie. Je ne sais pas si ça se fait de discuter une conclusion, mais je me permets. Au point où on en est. Je trouve ça très important en fait qu'on ouvre pour la suite vers cette direction-là de discussion, de réflexion. C'est vrai que le contexte d'aujourd'hui était un contexte aussi d'anniversaire. On avait acté le fait qu'on allait parler du plaisir, de l'enthousiasme, de l'élan et des envies qui renaissent. C'est-à-dire, c'est pour prononcer des mots très forts, mais qui sont quand même des mots qui sont sous-jacents toute la journée, liés au pouvoir, au dispositif, parce que c'est un terme qu'on n'a pas prononcé encore, mais si on parle de Foucault, d'Agamben, on peut encore parler aussi de ce type de problématique. Les normes et les valeurs dont on essaie de sortir en allant dans les carnets, c'est pour en retrouver d'autres. Donc on est dans une tension qui est multiple, on est dans le dispositif de la recherche, de l'institutionnalisation de la recherche, qui nous contraint énormément, dont on essaye de se désaliéner, si je veux encore prononcer d'autres mots très forts. Et en le faisant, on rencontre de nouveaux contextes dont on n'a pas encore identifié complètement les effets nouveaux sur notre pensée, notre manière d'écrire, notre manière d'interagir, etc. Donc je trouve que c'est très important qu'en fait, qu'on finisse sur cet élan-là et cette dynamique-là pour la suite. Parce qu'après l'enthousiasme et l'élan qu'il faut qu'on continue d'entretenir, le sens de cette sortie, c'est pour aller où et comment on reste vigilant sur ce qui se passe quand on rencontre de nouveaux contextes, de nouvelles normes, etc. Voilà. Donc merci beaucoup de nous rendre vigilants pour la suite. Et j'espère même qu'on pourra faire des temps de discussion précisément sur ces enjeux-là. Parce que la précédente journée qui s'était organisée, cette fois à Avignon, sur les êtres culturels et sur les métamorphoses numériques, avait abordé aussi cette question-là en partant du dispositif, cette fois, non pas de la recherche, mais du blog précisément. Et du coup, croiser les deux, ça devient extrêmement important, je trouve, à ce stade. Oui, je voudrais vous remercier pour cette conclusion. Je pense qu'une des caractéristiques donc, d'hypothèse.org et aussi des blogs, c'est quand même la liberté et la gratuité. Hein. Ça va ensemble. Quand on sait que dans certaines revues plus ou moins scientifiques, il y a une telle censure et une telle influence des amitiés plus ou moins... bon, je ne vais pas trop les qualifier, que ce soit dans le domaine artistique ou autre. Je pense que cette liberté-là, elle est extrêmement précieuse. Et même s'il faut considérer toutes ces contraintes comme des défis, je pense que ce défi, ça vaut la peine et ça permet aussi à beaucoup de gens d'émerger, hein, qui ne sont pas encore connus ou qui sont en cours de devenir plus célèbres, ce qui n'était pas tellement possible avant. Voilà. Merci. Bien, je pense qu'on va pouvoir peut-être conclure. Merci à tous et encore joyeux anniversaire à Hypothèse et puis longue vie au carnet de recherche. Merci.